Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Des élus préoccupés par la sécurité dans la zone dite des trois frontières, théâtre depuis des années d'attaques sanglantes de djihadistes présumés. Cette zone située entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso inquiète. À plus d'un titre, des députés de la région de Tillabéri ont réclamé un renforcement des mesures de sécurité dans cette zone. Encore lundi, un massacre de civils y a fait 37 victimes selon un bilan officiel. On y compte de nombreuses femmes et enfants mineurs abattus. Quelle est la portée de cet appel lancé par des élus de la région de Tillabéri? Quel écho auprès des autorités? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la recrudescence des attaques dans cette zone? Les appels à la mutualisation des efforts restent-ils la solution? Niger appelle des députés au renforcement de la sécurité. La zone des trois frontières, l'équation utopique, c'est la question trame de cette émission qui sera donc consacrée au Niger. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Josper Zouanago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Voilà, vous êtes journaliste, consultant en médias. Face à vous, Djibril Oumarou, bonjour. Bonjour Monsieur Jonas, et bonjour à vous téléspectateurs. Voilà, vous êtes nigérien, résident à Baltimore aux États-Unis. Vous êtes également consultant international. Un plaisir de vous avoir. Ma première question est d'ailleurs pour vous, Djibril Oumarou. Selon vous, cet appel des députés de la région de Tillabéri, sous quel prisme peut-on le placer? Merci Monsieur Jonas, une fois encore, de nous inviter sur votre plateau. Et moi, je pense très sincèrement que cet appel des députés du Niger à plus de sécurité dans la zone de Tillabéri, et si vous voulez, est un appel qui est venu en retard parce que ça fait longtemps quand même que les terroristes ont donc imposé leur façon de faire dans cette zone-là, et ils prélèvent les impôts au niveau donc de la population. L'État le sait, la population nigérienne dans sa globalité le sait, et les autorités le savent. Et donc, nous pensons que vraiment, c'est un appel qui est bien. Et il faut toujours, en tout cas, montrer qu'on est concerné par cette situation. Mais nous disons que c'est un appel qui est venu en retard parce que, tout simplement, ce n'est pas aujourd'hui que ces terroristes ont créé, comment on appelle ça, donc l'insécurité ambiante dans cette zone de l'ouest du Niger qui chevauche donc la frontière du Mali et celle du Burkina Faso. Voilà, Josper Zouanago, des députés qui s'inquiètent de la sécurité dans la région. Il faudrait peut-être rappeler qu'on avait déjà vu quelques élus prendre la parole pour rappeler à ce que les autorités prennent leurs responsabilités. Oui, il n'est jamais tard pour bien faire, si je tentais de dire, car il faut reconnaître que depuis le début de l'année, au tableau macabre des personnes tuées, on peut déjà dénombrer 537 victimes. Et rien qu'en l'espace d'un mois, 117 personnes ont succombé, dont 19 gendarmes. C'est assez alarmant, rien qu'en cette année. Et donc, et comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, c'est vrai, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai, ça a l'air d'être un peu tard, d'être tardif cet appel, mais je dis, c'est déjà une bonne chose que les élus prennent à cœur cette réalité. Il y en a même qui sont de la région, qui ont fui la région. Il y a des élus, des députés qui sont de cette région, qui ont dû fuir la région. Parce que ce qui s'y déroule est inadmissible et inacceptable. Donc, je pense que c'est toujours bien d'en parler, mais il ne faut pas qu'en parler. Il faut aussi poser des actes concrets qui puissent permettre aux populations de vaquer à ces occupations. Même les paysans ne peuvent plus aller au champ.
il y en a 37 qui ont été tués alors qu'ils étaient en train d'accomplir leurs travaux de champêtre. Donc la situation est intenable. Et c'est bien que des honorables députés puissent monter au créneau pour demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Alors, quel écho pour cet appel, Djibril Oumarou, selon vous? Oui, en fait, moi je vais vous mettre un peu le décor. Vous savez, lorsque la Libye est tombée, donc après Kadhafi soit éliminé, c'est plus de 30 millions d'armes qui circulent dans la zone là. Et il n'y a pas que les armes, il y a les narcotrafiquants, il y a d'autres activités donc illicites qui prolifèrent dans cette zone-là. Donc il faut vraiment poser le problème au niveau du contexte de comment on est arrivé à ce point-là. Et pour pouvoir donc dégager quelques solutions. Mais je pense que c'est un problème qui doit être envisagé au niveau de la sous-région. Le Tchad vient d'annoncer qu'ils vont diminuer 600 personnes, 600 hommes sur les 1200 qu'ils avaient récemment envoyés dans la zone. Et vous voyez, et la France, la Barkhane se retire. Donc du coup, le Niger fait face à son destin. Et moi, je ne pense pas que l'appel d'un élu ou de quelques élus doivent être, si vous voulez, à quoi on doit s'attendre pour vraiment chercher à solutionner. La responsabilité est aujourd'hui dans les mains des autorités, non seulement au niveau de la région, donc le gouverneur et son staff, mais aussi au niveau national. Au niveau national, nous pensons que l'État est totalement sans donc, stratégie pour s'en sortir. Et ma foi, nous faisons donc face à ce que l'intervenant vient de dire avec les 500 et quelques morts. C'est vraiment très désolant et nous pensons que c'est une faillite, c'est une défaillance de l'État tout simplement. Voilà. C'est ce que moi je pense très sincèrement, monsieur Jonas. Défaillance de l'État donc, mais quel écho les autorités actuelles doivent avoir face à cet appel-là? Ces autorités doivent prendre au sérieux cet appel. Et je dis, je ne voudrais dédouaner personne, mais aujourd'hui, il faut considérer le problème terroriste comme un problème global. Et je crois que M. Oumar l'a laissé entendre tout à l'heure dans son intervention, à savoir qu'il faudrait que les pays qui sont concernés, et ceux qui ne sont même pas concernés, devraient s'unir, parce qu'en fait, c'est un problème global. C'est-à-dire le terrorisme, aujourd'hui, en Afrique, concerne même l'Europe. D'ailleurs, les armes, il peut y avoir des armes libyennes, je suis d'accord, mais il y a aussi des armes serbes, des armes européennes, qui ont été découvertes parce que déversées dans la région. Dans la région. Amnesty l'a déclaré. Et donc, ça devient un problème global. Et donc, le Niger, c'est vrai, si M. Omar s'en prend donc, à l'État qui n'aurait pas pris ses responsabilités, je dis, c'est vrai, sûrement, mais le Niger seul peut-il arriver à bout de ce problème? Parce que ce qui se passe souvent, ces terroristes interviennent et se retirent dans d'autres régions ou dans d'autres pays, en réalité. Et nos frontières sont poreuses, il faut le reconnaître. Et donc, il vaut mieux plutôt espérer mettre en place des moyens globaux qui puissent permettre, n'est-ce pas, d'étendre ce combat pratiquement à toute la région, y compris même ces pays qui sont relativement en paix aujourd'hui et qui pensent qu'ils sont à l'abri de ce drame. Tous doivent pouvoir conjuguer leurs efforts pour, de façon mutualiste, arriver à bout de ce phénomène, qui est global, je le dis encore. Donc ce n'est pas seulement le Niger qui a failli, c'est pratiquement toute la région qui est en train de faillir, parce que ne réussissant pas à venir à bout de ce phénomène. D'abord, le Boko Haram, qui aujourd'hui peut poser des actes au Niger, enfin du moins au Nigeria, au Cameroun, et au-delà des frontières du chose. Donc, c'est un problème global. Il faudra l'entrevoir de cette façon-là et ne pas condamner peut-être un seul pays, mais considérer que autant qu'ils sont tous ces pays de la région devraient conjuguer les efforts. Alors, faillite collective, donc, si on comprend bien, Djibril Oumarou, mais par rapport au Niger, qu'est-ce qui est fait jusque-là? On a l'impression parfois que ça patine. On a appris des scandales au niveau de l'achat d'armes. On parle de plusieurs dizaines de milliards distraits. Qu'est-ce que les autorités
autorités font, selon vous, à ces niveaux pour faire avancer les choses? On a vu plusieurs personnes qui avaient été délocalisées, on les a retournées dans leur contrée d'origine. Il y a eu un appui, on va dire, logistique, appui sécuritaire aussi, pour que les personnes se sentent en sécurité et retournent chez elles. Mais avec la fréquence des attaques, il y a encore des inquiétudes. Absolument, absolument. Je pense que le problème est loin d'être résolu, M. Diokas. Et il faut contextualiser, comme je l'ai dit au début, à l'entame donc de cette émission, de ce débat. Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut regarder la situation au niveau local et maintenant et voir dans le cas de la sous-région et même dans le cas au niveau continental, et comment donc aborder cette situation-là. Au niveau local d'abord, il y a beaucoup de choses comme les tensions agro-pastorales entre les éleveurs, entre la population elle-même, et ces terroristes-là qui arrivent à donc rentrer dans des villages, à prendre des impôts, comme je l'ai dit, ils arrivent à accueillir des impôts sur les populations paisibles. Mais qu'est-ce qui donne à un terroriste comment on appelle ça, le loisir d'aller dans un village, d'aller dans une contrée et relever des impôts sur la population paisible? C'est l'absence de l'État, ça c'est un. Il y a aussi des problèmes, comment on appelle ça, des problèmes fonciers, et des gens qui se sentent, parce que les terroristes arrivent, M. Jonas, ils arrivent à recruter dans ces zones-là. Parce que tout simplement, les gens sont d'abord pauvres, et il y a ce manque d'emploi. Les gens n'arrivent pas donc à subvenir à leurs besoins. Ces terroristes-là arrivent, je ne sais pas par quel moyen, mais ils arrivent à recruter sur place. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a aucune perspective, peut être facilement recruté par ces terroristes-là. Donc il y a vraiment, l'État a failli complètement. Et moi, ce point-là, franchement, je le souligne. Parce que si l'État est présent, si l'armée est présente, s'il y a les secteurs sociaux de l'État, c'est-à-dire l'éducation, la santé, tout est en place, je ne vois pas comment ces gens-là qui viennent en moto, qui ne parlent même pas souvent la langue, dans les villages où ils arrivent à recruter des gens. Par comment? Et donc est-ce que les terroristes sont plus organisés que l'État? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et maintenant, au-delà de la localité, il faut voir le problème, comme je l'ai dit, un peu la géopolitique de la situation. Si le Mali arrive à pourchasser, et vous avez vu récemment, le Mali et le Niger ont mis leurs unités ensemble et ils ont fait un bon boulot à traquer donc ces terroristes-là. Donc il faut mutualiser les forces. Il faut que l'État du Mali, l'État du Niger, le Burkina Faso, il y a eu beaucoup d'attaques au Burkina Faso récemment. Vous voyez, donc, la France ou la communauté internationale ne peut pas être là éternellement à nous sécuriser. On ne peut pas, comme on dit souvent, sous-traiter sa sécurité. Ça n'a aucun sens. L'État doit assumer ses responsabilités. Donc voilà, si vous voulez, de manière très globale, la situation comme elle est aujourd'hui, et c'est ce qui favorise la pénétration de ces terroristes dans ces villages, et qu'ils arrivent non seulement à faire ce qu'ils veulent, la pluie et le beau temps, et aussi à massacrer les populations paisibles. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas dans la région du Tillabéri. L'absence de l'État, un vrai nœud, un nœud gordien de la situation, Jospin Zou? Oui, c'est ça, c'est une évidence. Et je ne voudrais pas généraliser la situation, mais je peux dire que ce qui se passe au Niger peut être aussi calqué sur d'autres pays. Mais puisqu'on parle du Niger, il est évident que l'État, je ne voudrais pas dire que la superficie du Niger dépasse l'administration même en tant que telle, mais le Niger, c'est quand même pas un petit pays, c'est assez vaste. Et l'État n'arrive véritablement pas à couvrir toute la superficie. C'est une évidence aussi, et ça constitue une faille dont profitent énormément les terroristes. Donc c'est réel ce que dit M. Oumarou, que l'État n'est pas présent pratiquement dans tous ces pays. Et il est difficile de mon point de vue, à l'étape actuelle des choses, de pouvoir compter sur l'État pratiquement dans tous ces endroits-là. Et surtout,
La population du Niger, on ne peut pas... je ne défends pas l'État, mais c'est une réalité aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un gendarme derrière un Nigérien. Il faut plutôt trouver des moyens structurels qui puissent permettre, n'est-ce pas, de sécuriser les populations. C'est vrai, les députés ont, ou même certains observateurs ont fait des propositions, par exemple le survol de certaines zones réputées dangereuses par l'aviation et tout. Donc cela suppose qu'il faut avoir des aéronefs appropriés pour ce genre de travail. Bon, donc il faut avoir de l'équipement. C'est vrai, dans le cas du Niger et d'autres pays, on note souvent qu'il y a, vous l'aviez évoqué tantôt ici, qu'il y a des malversations qui pénalisent ces acquisitions, parce que même l'armée, il faut aller voir aussi comment on entretient les troupes. Ça pose de véritables problèmes. On l'a remarqué tout récemment dans un pays africain. Les colonels, enfin, les responsables de l'armée sont allés rendre visite aux forces déployés et puis ont été pris en otage parce que ces militaires ont estimé qu'il faille faire vivre la réalité du terrain et à ces officiers qui vivent dans des bureaux climatisés dans la capitale. Ça, c'est vrai. Et il faut reconnaître que sur le terrain, ces soldats souffrent. N'ont pas leur prime, n'ont pas ce qu'il leur faut, n'ont pas le matériel adéquat. Parfois pas de chaussures. Ils ne sont même pas plus armés que les terroristes qui viennent avec des armes de pointe lourdes, de grande qualité. Donc, c'est une réalité aujourd'hui au plan organisationnel. Les pays africains, surtout au niveau du Niger, on peut noter que la gestion de ces crises n'est pas au niveau optimal, d'autant que l'administration générale, même l'État, n'arrive pas à recentrer les ressources et à les mettre au profit de ceux qui font véritablement le travail sur le terrain. Bon, il y a des détournements qui ont été dénoncés tout récemment dans la question du matériel militaire. Et tant que ça aura cours, nous allons toujours nous plaindre de ce que nous n'arrivons pas à bout du terrorisme, parce qu'il faut des moyens, il faut de gros moyens. Je suis aussi d'accord avec M. Oumarou pour dire qu'on ne peut pas compter tout le temps sur les aides extérieures. Mais dans le cas d'espèce, aussi, il faut tenir compte de ce que ce phénomène n'est pas circonscrit dans une zone donnée. Il y a c'est un phénomène international. Les gens sont armés, peut-être par des vendeurs d'armes qui sont en Europe, par exemple. Il faudrait une coopération globale pour régler tout cela. Ce n'est pas une petite affaire, mais il faut déjà aussi à l'interne commencer par faire un travail correct, aller dans les zones reculées, faire représenter l'État. C'est important. Il faut faire représenter l'État par des dispensaires, par par l'armée ou par la gendarmerie. Il faudrait que le Niger occupe réellement l'espace, surtout les frontières, les endroits qu'utilisent souvent ces forces du mal pour pénétrer, poser leurs actes et se retirer. Parce qu'ils arrivent à se retirer. Et il y a aussi l'autre aspect, les populations protègent ces terroristes aussi. Parce que des fois, l'acte est posé et puis on ne les retrouve plus. C'est-à-dire en l'espace de quelques kilomètres, ces gens arrivent à se fondre dans la nature. Donc ça dit que ces mauvaises personnes trouvent des protecteurs au sein de la population et donc se mélanger à la population. La tâche est rendue difficile. Il va falloir sensibiliser aussi cette population. Et cette jeunesse dont on a parlé, c'est vrai aussi, la précarité a fait qu'aujourd'hui, les gens se contentent du peu et puis se font acheter, sont armés et se retournent contre leurs propres parents. Et on note ça aussi bien au Niger qu'au Nigeria, même au Burkina Faso, où des gens que vous côtoyez tous les jours peuvent devenir de potentiels terroristes le lendemain. Donc c'est un problème complexe et il va falloir quand même à tête reposée que nos gouvernants puissent y trouver des solutions. Alors par rapport au phénomène de l'armement, il y a forcément des failles, il y a forcément un souci. Absolument. On parle d'achat d'armes, on parle de missiles disponibles dans les rangs de ces terroristes-là, des terroristes qui sont plus armés que les autorités, que l'État, alors qu'on sait le nombre de centaines de milliards que ces régimes engloutissent chaque année dans l'achat d'armement. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces pays? Monsieur Jonas, vous avez touché du doigt le problème. C'est la question du siècle, ça. Qu'est-ce qui se passe dans un pays qui est organisé, un pays qui a récemment, et en plus donc de l'uranium, qui est la ressource quand même du Niger pendant ces 60 dernières années, un pays qui arrive à extraire du pétrole,
donc qui a énormément de ressources et qui n'arrive pas aujourd'hui à juguler ce problème d'insécurité. C'est paradoxal. Et vous savez ce qui est encore plus paradoxal, que d'un côté, le régime qui est en place aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là, parce que Mamadou Issoufou a fait 2 mandats, et il a passé à son poulain qui est là maintenant, en tout cas pratiquement 11 ans qu'ils sont au pouvoir. Et tout ce problème de terrorisme-là ne date pas de 11 ans ou de 10 ans. C'est un problème récent de 2015, de 2013, de 2014. Et donc moi je pense que non seulement il y a une faillite, vous l'avez souligné vous-même, lorsque de l'argent, 71 ou 76 milliards ont été détournés au niveau du ministère de la Défense, de l'argent qui est censé, s'il vous plaît, armer, non seulement armer ces jeunes-là qu'on envoie sur le front, aussi de les former. Ils sont mal formés, ils sont mal outillés, parce que comme vous l'avez dit, ce sont les armes, même dans l'achat de l'armement, il y a des détournements, il y a des contrefaçons. Vous voyez? Et aussi la formation. Donc il y a des généraux, comme l'a dit l'autre intervenant, mon collègue qui est sur ce plateau, il y a des généraux qui sont dans les salons climatisés à Niamey et qui envoient des enfants de 19 ans, de 22 ans, de 23 ans sur le front. Parce que nous, on voit la liste de ceux qui tombent. À chaque fois que les soldats nigériens tombent, les listes sont partout sur les réseaux sociaux. On voit le nom, le prénom et l'âge du gosse. Donc vous voyez, c'est absurde. Et de l'autre côté, donc, il y a des gens qui détournent de l'argent. En tout cas, une centaine, on les connaît, on les cible. Mais personne n'est inquiété, personne n'est en prison. Ça c'est inadmissible, ça. Ça, c'est un. Et puis, de l'autre côté aussi, vous avez les terroristes qui sont armés par qui, nous ne savons pas. On voit quand même des avions atterrir dans des zones, dans des no man's land, en tout cas au niveau de ces 3 frontières-là, et des motos toutes neuves qui sont en tout cas distribuées à ces gens-là, et qui financent ces terroristes-là. Mais il faut prendre le terreau par les cornes, comme l'a dit l'autre. Où est la source de tous ces problèmes-là? Il faut vraiment entretenir cette question-là. C'est une question qui est fondamentalement valable. Et le dernier point que j'aimerais dire par rapport à ces paradoxes, c'est au niveau même des députés. Les députés se sont levés pour dire « Ah, il y a un problème à Tillabéri ». Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de construire un hôtel, en tout cas c'est sur l'agenda, de construire un grand hôtel à Niamey pour tous ces députés-là. Mais l'argent qu'ils vont mettre là pour construire un hôtel pour des députés, est-ce qu'on ne peut pas investir ça pour sécuriser DIFA et sécuriser Tillabéri? Donc vous voyez le paradoxe. Il y a le député qui est là, il a tout ce qu'il a comme avantage et prime et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, on va lui créer un hôtel dans la capitale pour que quand il vient de la brousse, là où il ne fait pas bien vivre, il va laisser toute la population qui est censée donc représenter. Lui, il va venir se poser quand même à Niamey et la population est en train de mourir comme couche dans ces zones-là. Vous voyez le paradoxe? C'est inadmissible. Je pense qu'il y a un problème fondamental qu'on doit soulever et peut-être faire des états généraux sur la sécurité. En tout cas, il faut toucher le problème du doigt et chercher à solutionner. Alors, les autorités seraient donc en train de déplacer le problème. Par rapport déjà à la question de l'armement, comment cela peut-il se passer aujourd'hui? On a vu le rapport d'Amnesty qui parle d'armes européennes en majorité aujourd'hui. On sait par exemple que le réservoir de Kadhafi a été vidé, venu au Mali, pas en premier, arrivé forcément au Niger, au Burkina Faso aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe concrètement par rapport à cette épineuse question de l'armement dans le terrorisme? Il y a d'abord, en premier lieu, la corruption. La corruption au sein de nos États, que ce soit au Niger ou ailleurs. La corruption, c'est une véritable gangrène qui constitue un terreau pour ces exactions. Mais lorsque vous arrivez dans un environnement où la corruption est bien installée, il est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de faire circuler les armes, la drogue, parce que là, il faut aussi le dire, ces terroristes-là font passer la drogue, naturellement, convertissent les sous, c'est-à-dire font du blanchiment et tout le reste, et c'est la population, malheureusement, qui en pâtit. Aujourd'hui, les paysans ont fui, parce qu'on leur demande même de ne plus utiliser de moto.
aux paysans. C'est-à-dire... c'est comme interdiction de rouler à moto dans certaines zones. Et ce qui pénalise, parce que le paysan, peut-être pour se rendre au champ, a besoin de moto, pour aller écouler ses produits, a besoin de moto, pour aller voir un parent malade, ou tout ce qu'on veut, a besoin de moto. Et bon, et voilà, un beau matin, on dit ne roulez plus à moto, parce que les motos sont utilisées souvent par les terroristes. Je trouve que la solution, comme vous l'aviez tantôt dit, la solution est déplacée. Le problème est déplacé. Ce n'est pas la solution. Il vaut mieux plutôt... moi, je ne suis pas un stratège en question militaire et tout, mais je dis, que font les renseignements, par exemple? Est-ce qu'on a mis les moyens à la disposition des renseignements? Les renseignements... ça coûte cher. Ça coûte ce que ça coûte. La formation surtout, ça coûte ce que ça coûte. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Oumarou, paraît-il qu'on n'investit pas dans la formation en cette matière-là. Donc, tant qu'on n'a pas investi dans la formation, on n'a pas investi dans la formation des militaires et tout ce qui va avec, dans l'équipement qu'il faut, dans l'implantation même de l'État dans ces zones, il est évident qu'on est loin de la solution. Et tant qu'on n'a pas aménusé les effets de la corruption sur les finances publiques au Niger, le problème est aussi posé avec acuité. Et donc, moi je dis la solution interne déjà au niveau du Niger devrait commencer par se faire à partir d'une lutte réelle contre la corruption, et assainir les finances, mettre ce qu'il faut à la disposition de ceux qui véritablement font le travail sur le terrain, structurer les renseignements davantage, parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de renseignements au Niger, structurer les renseignements pour être informés avant ces attaques, parce que ces terroristes se replient quelque part, ils s'arment quelque part, ils ont des gens qui les accueillent. Donc lorsque ces renseignements sont réunis, on peut déjà anticiper sur leur mouvement et permettre aux paysans qui ont besoin de leur moto, trouver une autre formule que de les empêcher, n'est-ce pas, de jouir de ces moyens de déplacement qui leur permettent, n'est-ce pas, de vivre mieux. Donc, c'est autant de problèmes qu'il faut... Bon, M. Oumarou a suggéré les états de la sécurité. Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut, mais je pense qu'on a de braves généraux, des colonels qu'il faut, des gens qui ont été bien formés dans de grandes écoles au Niger. Et si ces personnes-là devraient, n'est-ce pas, avoir rien qu'à cœur la nation du Niger, je pense qu'ils sortiront de belles décisions et des formules qui pourront, n'est-ce pas, permettre au Niger de régler un tant soit plus ce problème de terrorisme. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être mener correctement les réflexions, mais assainir le milieu et bouter un peu la corruption hors de la gestion quotidienne de ces problèmes, et peut-être le Niger s'en porterait mieux. Alors, effectivement, il y a des officiers chevronnés au Niger, on a des généraux, on a des colonels, il y a beaucoup de personnalités que l'armée nigérienne a formées. On sait qu'il y a des années, le Niger n'avait pas de soucis de ce type-là. Il y a eu des tentatives ou des velléités qui ont été matées. L'intégrité territoriale était respectée. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la déliquescence qui est constatée aujourd'hui, Djibril Oumarou? Oui, je pense qu'on doit retourner à ce que mon collègue vient de dire. C'est la corruption. C'est vraiment... la corruption qui gangrène l'État du Niger. Aujourd'hui, tous ces généraux-là valeureux, ces colonels de l'armée, tous ces grandes personnalités de l'armée qui, jadis, donc jouissaient du respect de la population, tous ces gens-là, dis-je, donc sont devenus des gens corrompus. Et vous allez à Niamey, vous allez trouver un général d'armée qui a des hectares, des villas, de centaines, de dizaines, en tout cas beaucoup de choses qui, si vous faites le calcul du salaire de ce monsieur-là, il n'aurait même pas de quart, ou je vais dire le 1/5 de ce qu'il possède comme patrimoine. Donc c'est ça, c'est la corruption qui a aujourd'hui gangrène cette nation-là. Les gens font ce qu'ils veulent tant que vous appartenez à un parti politique qui est au pouvoir, vous êtes en tout cas vous êtes protégé, et là je pense que les gens n'arrivent pas quand même à appréhender cela de manière concrète, mais ça a des conséquences, et ces conséquences peuvent être
autre que ce que vous pensez. Ça peut être le terrorisme, ça peut être les manques donc, de centres de soins et autre chose. En tout cas, moi je vous dis très sincèrement que le Niger est en train de faillir, et tout simplement parce que l'armée que nous avions au temps du fait général Séni Kountché n'est pas l'armée que nous avons aujourd'hui. L'armée républicaine est intègre, loyale et qui se bat pour le pays. Aujourd'hui, tout est politisé en fait. C'est ça. Même si vous êtes quelqu'un qui porte la tenue, si vous ne vous courbez pas donc devant ces autorités civiles-là, vous ne faites pas donc les yeux doux au parti qui est au pouvoir, vous n'arrivez pas à trouver de promotion et être là où vous voulez être. Donc c'est ça. Je suis totalement d'accord que la corruption est aujourd'hui en train d'avoir des conséquences et ça favorise donc la promotion ou la multiplication en tout cas des bandes de terroristes, des narcotrafiquants, des trafiquants de cigarettes, des gens qui blanchissent l'argent et ainsi de suite. Et c'est malheureux, c'est vraiment paradoxal parce que nous avons beaucoup de ressources quand même les ressources internes que nous mobilisons, en tout cas pourraient faire face à ce genre de fléaux. N'en parlons même pas donc des aides financières que nous recevons de l'extérieur. Donc voilà pourquoi je pense que la HALCIA qui a été créée, la haute autorité de lutte contre donc, la corruption et les infractions, tout ça là, c'est vraiment du bluff. Parce que ceux-là même qui ont créé ça, ce sont les grands corrupteurs et les grands corrompus de la nation nigérienne. Voilà donc un peu ce qui se passe. Djibril Oumarou, le diagnostic est ainsi posé. Que proposez-vous concrètement pour faire bouger les lignes? Bon, moi je pense que, vous savez, comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, on ne peut pas sous-traiter la sécurité. La sécurité doit être une affaire nationale. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de dans la campagne électorale, on vient de sortir donc d'une campagne électorale, comme vous le savez, ça fait même pas 6 mois que nous avons un nouveau président. Mais la sécurité n'est pas une chanson, c'est pas un slogan. Il faut vraiment des actes. Il faut peut-être, comme je l'ai dit, des assises, des états généraux de la sécurité. En tout cas, il faut trouver une formule pour amener tout le monde à la table et de mettre les faits accomplis devant tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait comme quelle stratégie avez-vous à dire à la population? Parce que c'est la population qui en souffre dans sa chair. Donc dites à la population ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que vous comptez faire pour que vraiment cette question du terrorisme soit résolue à jamais dans votre espace Sahel. Je suis Zouanagou. En guise de projection, moi je pense qu'il va falloir réorganiser tout ce qui se passe. Enfin, si c'était bien organisé, on n'en serait pas là. Donc il va falloir réorganiser les choses. Et je voudrais aussi continuer par croire qu'au sein de l'armée nigérienne, il doit y avoir encore de grands patrons intègres qui ont très patriotes aussi, parce que c'est important, parce qu'on a beau être général, colonel et tout ce qu'on veut, et si on n'a pas la fibre patriotique qui vous circule dans les nerfs, il est difficile donc de pouvoir faire correctement le job. Et cesser d'envoyer les jeunes en pâture aux terroristes sans moyens de combattre ou sans moyens de défense. Et prendre le problème à bras le corps. Et je voudrais aussi insister, parce que sur un autre aspect, c'est est-ce que on a d'autres pays, comme le Mali, où il y a eu des semblants d'assises de la sécurité, si je ne m'abuse. Bon, les résultats sont quoi aujourd'hui? Moi, je pense que... Vous pensez qu'il y a beaucoup de propositions et que c'est rangé dans les placards? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, M. Oumarou a projeté un certain nombre de faits réels que je partage d'ailleurs, à savoir qu'il faut que l'État soit présent dans ces contrées. Vous imaginez, lorsqu'un acte terroriste est posé et que l'armée n'intervient que le lendemain, ça laisse toute l'attitude aux terroristes de pouvoir s'en aller. Mais si l'acte, on ne va pas le souhaiter, se pose et les minutes d'après, il y a eu une battue, la chasse et tout ce qu'on veut aux terroristes, je crois que ça va les décourager. Et donc il faut que l'État soit présent dans ces contrées.
la gendarmerie, les hôpitaux, les écoles et tout, ça fait vivre toute la communauté. L'électricité, par exemple, il y a des zones qui sont restées sans électricité depuis plus de 50 ans. Et donc, il va falloir que l'État se fasse plus présent dans ces zones-là. Je crois que c'est déjà un début de solution. Et bon, en termes d'équipement, c'est vrai, on le voit souvent ailleurs, les hélicoptères, par exemple, qui survolent certaines zones, ça dissuade. Et donc, si le Niger s'équipe, le Niger a les moyens de s'équiper. Si la corruption ne fait pas partie du quotidien, si le Niger s'équipe convenablement, je pense que ça va diminuer tant soit peu les problèmes terroristes. C'est-à-dire l'exclusion des terroristes, ça va diminuer cela d'un cran. Je ne pense pas que le problème puisse être réglé en un tour de main. C'est vrai, c'est global. On ne peut pas se lever un beau matin et ne plus du tout avoir affaire à ces gens-là. Mais on peut les diminuer, ces problèmes-là, si l'État choisit, n'est-ce pas, d'être présent sur tout son territoire. C'est déjà un début de solution, me semble-t-il. On a vu Djibril Oumarou, le président nigérien, qui a rencontré la société civile plurielle. Il a fait il a essayé, on va dire, d'instaurer un dialogue franc et sincère. Selon vous, cela fait partie aussi des solutions? Oui, en fait, moi, je pense que l'entente de sa présidence était un peu bien stratégiquement parlant, à savoir rencontrer toutes les couches socio-politiques, si vous voulez, du pays. Là c'est bien. Mais au-delà de ça, vous savez, comme je l'ai dit, son prédécesseur a fait 2 mandats complets, sans aucune inquiétude, sans aucune rébellion, parce que c'est un pays qui a connu la rébellion aussi. Donc, pour nous, le Niger l'armée était quand même tranquillement posée dans les casernes. Et donc, des terroristes qui viennent en moto dans des contrées ne doivent pas s'aimer donc la zizanie et tout ce qui s'ensuit. Je pense que l'armée, n'étant pas sous le front à combattre la rébellion, devrait être compétente et devrait mater ces terroristes-là, et en tout cas les éradiquer. Mais vous savez aussi, les motos sur lesquelles circulent les terroristes-là, les engins, les armes, l'autre a parlé donc des armes russes, des armes serbes de l'Europe de l'Est, qui les amènent dans cette zone-là. Comment ces gens-là arrivent à acheter même l'essence pour mettre dans la moto et monter? Est-ce qu'il y a une station d'essence dans ces zones-là, là où ils sont cachés, là, dans la forêt-là? Donc, franchement, moi, je pense qu'il y a une complicité quelque part. Et c'est ça qui est un peu agaçant, M. Jonas. Il y a une complicité et les gens ne veulent pas. C'est comme s'il y a des gens qui vivent de cette activité-là, du terrorisme. Et ils ne veulent pas que ça soit en tout cas effacé, parce que là, ce dont ils vivent, là, sera coupé. Donc, il nous faut, comme l'a dit, il faut que l'État soit présent. Il faut que l'État, par tous les moyens, soit présent sur tout le territoire. Aujourd'hui, ces gens-là, la population, parce qu'on dit souvent à la population, c'est que quand une autorité rend visite dans les contrées-là, ils disent à la population, il faut être, si vous voyez quelque chose, dites-nous ce qui se passe, et soyez des agents de renseignement. Et vous savez quoi, quand la population renseigne l'armée ou l'autorité, les terroristes là, reviennent massacrer la population. Vous voyez donc, quel est l'intérêt à la population de renseigner? Quel est l'intérêt de la population de renseigner une autorité? C'est ce qui se passe dans ces zones-là. Parce que ces gens-là fuient même Vous voyez, donc c'est un chaos, c'est vraiment un no man's land. Il faut absolument que l'État soit présent, je suis totalement d'accord avec ça. Mais au mieux, il faut au-delà de ça, qu'il y ait, en tout cas, avec l'Europe, on n'a pas parlé du G5. Quelle est l'utilité du G5 Sahel? La Mauritanie, le Tchad, le Burkina, le Mali et le Niger, ces 5 pays-là, les armées de ces 5 pays-là n'arrivent pas à éradiquer les terroristes. On ne peut pas les compter, il n'y a pas de données pour savoir s'ils sont 10 000 terroristes dans la zone-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les armées de ces 5 pays-là sont en nombre plus important et plus équipés quand même, et plus formés que ces terroristes-là. Et donc, comment on n'arrive pas à éradiquer ces fléaux qui aujourd'hui est en train de déstabiliser toute la sous-région? Regardez ce qui se passe au Burkina, c'est absolument
paradoxal et c'est incroyable. Et moi, je suis frustré, je suis sidéré. Et je pense que notre pays, en tout cas l'armée et le gouvernement de la République du Niger est en train de faillir face à cette question de sécurité dans la zone, non seulement de Tillabéri, mais aussi de Difa, M. Jonas. Voilà, effectivement, on allait justement parler donc, du 5 Sahel. Le président tchadien a décidé de rappeler la moitié de ses troupes dans la région. Une bonne stratégie, selon vous? Non, pas forcément une bonne stratégie, mais je le comprends, les Tchadiens. C'est de gros investissements. C'est de gros investissements. Nous venons de vivre une situation en Afghanistan. Après 20 ans, les États-Unis se sont retirés, on a vu le chaos. C'est comme s'ils n'ont jamais mis le moins de copains. C'est-à-dire, tout s'est écroulé en... Pourtant, des milliards de dollars ont été... Des milliards de dollars. Et beaucoup d'Américains qui ont laissé la vie. Donc, c'est de gros moyens. Et donc, quand on parle du G7 ici, il faut se demander, est-ce que chaque État y a mis les moyens qu'il faut? C'est important parce que chacun doit y participer. Si le Tchad doit envoyer ses militaires à chaque fois se faire massacrer, enfin, du moins avec des succès relatifs, au moment où d'autres ne font pas cet effort, il y a de quoi amener les Tchadiens à se retirer. Je ne leur trouve pas raison, mais je les comprends. Et donc, c'est un peu cela. C'est-à-dire, quelle est la taille des moyens mis en jeu aujourd'hui par ces États-là? Et je parlais tantôt de ces États qui sont relativement en sécurité. Ben, les affaires terroristes, ce n'est pas qu'on est en sécurité. Aujourd'hui, il y en a qui ne lèvent même pas le petit doigt pour prendre part à ces organisations. Tout comme si ils sont à l'abri de toutes les attaques. C'est faux. Le terroriste n'a pas de conscience. C'est-à-dire, à un moment donné, même dans leur repli tactique, ben, ils prennent les arrière-bases. Ces pays, on a observé même au Bénin, un peu dans le parc du Nord Bénin, on a constaté la présence de terroristes et qui se sont retirés vers le Burkina Faso, qui ont été pourchassés par des forces françaises. Donc c'est dire que aucun pays n'est épargné. Il va falloir que, bon, si le Tchad a décidé de se retirer, c'est que le Tchad a observé peut-être qu'il y met un peu trop de moyens et puis ça ne lui rapporte vraiment pas grand-chose. Il va falloir que tous les pays qui sont concernés et ceux qui ne sont pas pour le moment véritablement impliqués dans ce processus puissent se retrouver et mutualiser les moyens. C'est important, c'est de gros moyens. Lutter contre, d'ailleurs, une armée, ce n'est pas de petits moyens. Maintenant, dégager une partie de l'armée sur le front antiterroriste, c'est de gros moyens pratiquement sur dans beaucoup de compartiments. C'est-à-dire les renseignements, l'armement et tout ce qu'on veut, et même les infrastructures. La Côte d'Ivoire vient de créer une école de formation et tout dans le domaine. Ben, il va falloir que tous les pays de la sous-région puissent véritablement utiliser leurs moyens pour lutter contre le terrorisme, à l'interne comme au-delà de leurs frontières. Oui, parce que nos frontières, il faut le reconnaître, sont poreuses. Quitter le Niger aujourd'hui pour venir au Bénin ou aller au Mali, c'est comme dans du beurre. Ça passe sans problème. Et donc, le terroriste, c'est pas écrit sur son front aussi. Et donc, il a dit tantôt, même les populations qui décident, n'est-ce pas, parce que sur invitation de l'État, les populations décident d'aller renseigner. Et donc, elles subissent en même temps les exactions ou les représailles. Cela va de soi que ceux qui doivent faire ce travail, c'est les renseignements. Il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser. Ceux qui apportent l'information doivent être sécurisés. Comment? Il faudrait que, et juste à quelques encablures, ils savent que bon, ben, il y a des forces qui interviendront pour les protéger. Ben, si c'est dans une zone complètement reculée et où des hommes sont allés renseigner les forces de l'ordre ou tout, et se retirent encore dans leur hameau, ben, ils sont à la merci de tout le monde. Et dans des endroits pauvres aussi, où, avec un peu de baksich, on a le nom de celui qui est parti renseigner peut-être les forces de l'ordre, donc ça pose un autre problème. Donc il va falloir que les gens mutualisent les moyens, et les Tchadiens ont pratiquement raison de se retirer parce que ça ne leur rapporte vraiment pas grand-chose. Alors, Djibril Oumarou, le retrait donc, du Tchad, de la moitié de ces hommes déployés par le général Idriss Déby Itno, passé de Via Trépa il y a quelques
mois. Aujourd'hui, son fils, qui dirige le Conseil d'État de transition, décide de rappeler la moitié de ces hommes-là de la zone des 3 frontières. Les attaques n'ont quasiment pas cessé. Au contraire, les attaques dans la région sont en train d'évoluer à un rythme galopant. Votre lecture par rapport déjà au retrait de ces hommes-là? Oui, absolument. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, et comme l'a dit M. Anago aussi, on ne peut pas compter sur un autre État tiers de venir sécuriser son pays ou sa nation. Il faut absolument que les États, que ce soit le Bénin, le Burkina, le Mali, le Tchad ou d'autres, il faut que les États prennent leurs responsabilités et qu'ils puissent investir beaucoup dans l'insécurité, et en tout cas dans ce secteur-là, et faire en sorte que l'investissement qui est fait dans ce secteur-là est un investissement où il y a, comme on appelle ça, de plus-value. On ne peut pas prendre l'argent et détourner et laisser ces gens-là construire des choses qui n'ont jamais, en tout cas dans leur vie, n'ont jamais des châteaux comme ça. Vous vous réveillez, vous trouvez que voilà, celui-là a été ministre pendant 15 mois ou en tout cas un petit temps, et voilà qu'il se retrouve avec des patrimoines qui sont... C'est absurde, c'est absurde. Et voilà, l'impunité, au-delà même de la corruption, l'impunité, c'est-à-dire les juges n'arrivent pas à faire leur travail. La télé nationale du Niger, moi je ne regarde plus la télé nationale du Niger, parce que c'est devenu vraiment une caisse de résonance pour les gouvernants. Donc il faut absolument que la population, l'angoisse de la population, la peur de la population, le fait que la population n'arrive pas à s'épanouir. Moi, vous savez, notre président, et voilà une chose que je condamne aussi, il est là, ça fait même pas 6 mois, et le monsieur a pris tout le mois d'août, en tout cas, je ne sais même pas combien de temps, il est en vacances. Mais quelqu'un qui a travaillé, il a été élu président en avril, et en août, il est en vacances. Moi, je trouve ça inadmissible, même si auparavant, il était ministre ou je ne sais pas quoi. Comment on peut travailler pendant 6 mois et prendre des vacances alors que son pays ne même pas... Vous voyez des comportements comme ça, il faut absolument qu'on arrête ça et qu'on crée, comme l'a dit l'autre, le fibre patriotique. De se dire que c'est le Niger qui compte, c'est la population là qui meurt comme ça. L'ancien président Mamadou Issifou, je vais vous raconter, vous savez, voilà, c'est à 100, peut-être même pas 65 km de Niamey. Et lorsqu'il y a une attaque là-bas, le lendemain, il y a une autre attaque en France où 5 ou 6 soldats ont été tués. Le président du Niger est resté dans son palais. Il a envoyé un tweet pour dire qu'il compatit donc à la centaine de personnes qui est décédées et qui ont été tuées par les terroristes dans son pays, à une centaine de kilomètres de son palais. Mais il a pris l'avion pour aller en France et se recueillir sur les 5 soldats, ou moi je ne sais pas, les 3 soldats qui sont tombés là-bas. Vous voyez des actes comme ça. Mettons le pays en avant, parce que le Niger d'abord, avant de penser à autre chose. Donc moi je pense que c'est ce manque de patriotisme qui fait que l'impunité et aussi la corruption, tous ces fléaux-là qui font aujourd'hui que les terroristes continuent à gagner du terrain. Pour le Tchad, pour répondre à votre question, je pense que le Tchad, comme l'a dit l'autre, a beaucoup investi. À un moment, il faut vraiment s'arrêter et dire, mais écoutez, ça ne finit pas comme les États-Unis qui viennent de retirer donc leur contingent de l'Afghanistan. Et si ça ne finit pas, nous aussi, nous allons retirer parce que ça nous coûte énormément. À ces pays-là, aux pays de G5 Sahel, de prendre leur sécurité en main, en investissant et ne pas attendre que la France ou je ne sais pas quoi, les États-Unis viennent leur sécuriser. Voilà ce que moi je pense qu'il faut vraiment nationaliser ce problème-là, ou bien le sous-régionaliser entre griffes, si vous voulez, pour qu'ensemble, on puisse s'en sortir. Mais jusqu'ici, en tout cas, les mêmes ingrédients produisent toujours les mêmes recettes. Donc, changeons de stratégie, M. Jonas. Merci. Il faut changer de stratégie, donc, face à ce problème-là. On sait, par exemple, que celui qui dirige le Tchad actuellement, Mahamat Déby, propose par exemple qu'il y ait entre 4 pays une force pour essayer de sécuriser la zone face à la Libye. Est-ce que cela fait partie aussi, pourquoi pas, des propositions, des solutions à la question? C'est aussi
une forme de solution. Parce que là, pour parler du Tchad, le Tchad a des problèmes internes aussi avec une rébellion qui ne finit pas de lui faire des histoires. Et donc, vous imaginez ce Tchad-là, enfin l'armée tchadienne, dehors, en train d'aller à la rescousse d'autres pays, au moment où à l'intérieur, il se passe des choses pas catholiques. Bon, là, je comprends, mais ces propositions venant de l'actuel président tchadien ne sont pas rejetées dans la mesure où ceux-là ont l'expérience du terrain, hein, il faut le reconnaître. Vous imaginez le Tchad en prise avec les terroristes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Idriss Déby est passé par là, il a péri, et du fait même de cette rébellion-là. Et aujourd'hui, le fils a pris les rênes, et donc c'est une lutte pratiquement permanente qui ne finit jamais. Et donc, les propositions ne peuvent venir que de ceux qui sont sur le terrain. Le Tchad est sur le terrain et fait des propositions. Je pense que ceux qui sont habilités à apprécier ce genre de questions doivent s'y pencher sérieusement. Mais il faudrait, on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, il faudrait que chaque pays, même ceux qui ne sont pas immédiatement concernés, que chaque pays de la sous-région puisse s'impliquer véritablement dans cette affaire. Vous imaginez les armées africaines qui vont, par exemple, les forces tampons, que ce soit au Mali ou ailleurs, sont encore financées par la communauté internationale. Les armées africaines n'ont pas encore réussi cette coalition aujourd'hui. À l'interne, ces armées n'ont pas encore réussi cette mutualisation. Parce que le jour où les armées africaines vont véritablement se concerter et mettre leurs moyens ensemble, il est évident que ces pays vont porter un sérieux coup au terrorisme. Mais aujourd'hui, la plupart de ces armées, même quand on parle du G5 Sahel, vous allez voir que quelque part, la France intervient, les Américains interviennent et d'autres pays interviennent. Mais que font les Africains même? Les Africains, avec les moyens dont ils disposent, peuvent aujourd'hui commencer déjà par sécuriser leur territoire, quitte à ce qu'au niveau de la communauté internationale, la coopération puisse générer d'autres solutions. Ben, ce que nous observons, c'est que, entre-temps, on a vu les Tchadiens évoluer pratiquement, même sur le territoire nigérien. C'est incroyable. Quand on regarde en termes de suprématie le Nigeria, le poids du Nigeria, qui a été incapable de résoudre le problème. Le problème, jusqu'à aujourd'hui, le Nigeria n'a pas réussi à résorber le problème Boko Haram. Et le Tchad, parfois, fait des exécutions sur le territoire. Pour aller nettoyer les zones. Ça pose un véritable problème. Et là encore, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? La corruption est là. Et tant qu'il y a la corruption, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, contre le terrorisme est voué à l'échec. Puisque ces terroristes savent déjà la monnaie d'échange qu'il faut utiliser en ces circonstances. C'est-à-dire, quand la corruption existe, bon, ça c'est le beau temps pour le terrorisme. Donc, il va falloir régler ce problème-là. Et comment? Ça ne se règle pas du jour au lendemain. Et je ne sais vraiment pas, je n'ai pas de solution. Ces États ont des dirigeants à leur tête. Est-ce que c'est les meilleurs dirigeants que ces États ont à leur tête? Je ne saurais le dire. Et les peuples élisent leurs dirigeants et devront faire face aux réalités. Donc, c'est un problème complexe. Les solutions ne sont pas uniques. Elles seront divergentes et diversifiées. Donc, moi, je pense que on y est et il va falloir y faire face véritablement. Djibril Oumarou, le chef de la junte au Tchad propose la relance de l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad, en créant donc une force mixte aux frontières libyennes pour prévenir notamment l'incursion de groupes rebelles comme celle d'Avril qui a entraîné la mort d'Idriss Déby Itno. Oui, bon, c'est une très belle proposition, mais encore que, vous savez, tout doit passer par l'aval de la France. Et souvent des Nations Unies aussi, donc c'est bien compliqué dans ce cadre-là. Mais je pense que le Tchad, comme l'a reconnu M. Anogo, s'est beaucoup sacrifié. Et le président de fait, Idriss Déby, a fait énormément la lutte contre le terrorisme, donc son cheval de bataille, et il a réussi. C'est pas pour rien que
le Mali, en tout cas, peut-être il y a la présence de la France, mais il y a la présence massive donc des soldats tchadiens au Mali, et voilà comment donc le Mali a pu s'en sortir. L'armée du Tchad est une armée qui est redoutée depuis la nuit des temps. Donc moi je pense que toute entreprise que le Tchad, en tout cas les généraux tchadiens proposent, ne peut que être salutaire dans ce sens. Mais comme je l'ai toujours dit encore une fois, ce n'est pas un autre pays tiers de venir sauver un autre pays aussi amicaux qu'ils soient ou leur président soit. Donc il faut absolument qu'il y ait une synergie, je suis d'accord, avec les armées là. Si le G5 Sahel ne marche pas, il faut revoir donc, la configuration, en tout cas la structuration de cette force-là pour qu'elle puisse... En tout cas, nous parlons de terrorisme, comme je l'ai dit, c'est peut-être une dizaine de milliers de personnes. Je sais pas, nous ne parlons pas de deux pays qui se font la guerre. Nous parlons du terrorisme, des gens qui n'ont pas de renseignements, qui sont en moto, qui sont visibles par des drones, qui sont localisables entre griffes. Donc moi je pense qu'en tout cas quelque part il y a une complicité sourdine et qui ne dit pas son nom, et c'est pour cela que Boko Haram a pu en tout cas défier la grande armée du Nigeria pendant tout ce temps-là, au-delà d'une décennie. Et donc vous savez, jusqu'au Cameroun, le Boko Haram a fait parler de lui, du Cameroun au Tchad, au Niger, jusqu'au Nigeria, partout. Donc vous voyez, pourquoi ces nations-là n'arrivent pas à se mettre la main dans la main, militairement parlant, et pouvoir résoudre ces problèmes-là jamais. Ça ne doit pas être un problème périn, on ne doit pas, en tout cas, continuer à parler du terrorisme dans des pays qui se disent organisés, structurés, et qui ont des budgets colossaux quand même pour faire face aux problèmes sécuritaires. Donc, pour dire que tous ces budgets-là sont détournés, qui partent dans d'autres directions, et pour les pays européens qui vendent ces armes-là, pour eux, bon, ils vont peut-être faire semblant qu'ils veulent la paix dans le Sahel, mais peut-être s'il y a la paix dans le Sahel aussi, leurs armes ne seront pas vendues, et que quelque part, un président européen n'allait pas être réélu, parce que le chômage allait grimper jusqu'au plafond. Vous voyez, donc en tout cas, il faut franchement regarder le problème sérieusement du fond et faire des solutions. Nous ne sommes pas des stratèges militaires ici. Je parle donc sous le contrôle de M. Anago, mais nous formulons quand même le vœu de voir que les gens puissent trouver des solutions à ces problèmes-là qui ne font que vraiment endeuiller donc des populations dans nos villages. Donc, en tout cas dans la sous-région. Résoudre cette équation, est-ce que c'est une utopie? Non, ce n'est pas une utopie. Enfin, pour résoudre certains problèmes, il faut des moyens. Est-ce que les moyens existent? Je dirais oui. Il y a certaines régions d'Afrique qui sont des mines, c'est-à-dire de moyens. C'est-à-dire, le Niger regorge de moyens. Le Niger est riche? Le Niger est riche, il ne faut pas se le cacher. Riche de ses fils, riche de son patrimoine. De son sol. De son sol. Le Niger est riche. Mais cité toujours parmi les pays les plus pauvres de la planète. Mais évidemment, comme le Congo d'ailleurs. Le Congo est une richesse dans tous les compartiments. Mais aujourd'hui, comment vit le Congo? Et donc c'est un drame. C'est un drame. Et il va falloir résorber cela. Et c'est en cela que les jeunes qui montent aujourd'hui observent ce qui se passe autour d'eux et devraient plutôt chercher à être de bonnes relèves. Parce que ce qui se fait, c'est que nous avons des pays, certains qui détiennent des ressources et qui peuvent se suffire, mais qui sont curieusement au bas de l'échelle. Au moment où d'autres pays, je ne voudrais pas citer la Suisse par exemple, d'autres pays aujourd'hui qu'on cite en exemple, qui sont même des symboles du bien-être, n'ont aucune ressource minière sous leur sol et qui sont quand même les pays les plus enviés au monde. Donc, quelque part, il y a un problème et qu'il va falloir résoudre. Djibril Oumarou, votre mot de fin? Merci, M. Jonas. En tout cas, je formule le vœu sincère de voir que les autorités du Niger
en tout cas les nouvelles autorités, s'ils sont vraiment sérieux dans leur discours, de jubiler ce problème de sécurité, de le prendre à bras le corps et de faire en sorte que les populations ne continuent pas à être endeuillées, parce qu'un mort de plus, c'est vraiment beaucoup. Donc, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. En tout cas, ça fait une décennie. Et ça fait une décennie que nous avons le même régime. Donc, pour nous, étant à l'opposition, nous ne pouvons que dire que c'est une faillite de l'État. Et les faits sont là, malheureusement, les faits sont têtus. Et tout le monde est conscient qu'autant de Tanja, et avant lui, il n'y avait pas ce problème de terrorisme dans la sous-région. Aujourd'hui, depuis l'avènement, en tout cas, 2011, la chute de Kadhafi, l'avènement de Mahamadou Issoufou et aujourd'hui de M. Bazoum, oui. Nous constatons que la sécurité du Niger est aujourd'hui sous-traitée. Voilà, Djibril Oumarou. Les populations souffrent énormément. Voilà, on vous aura compris, les populations souffrent énormément. Vous êtes Djibril Oumarou, nigérien, résident à Baltimore aux États-Unis. Vous êtes consultant international. Merci de votre participation à cette émission débat. Face à vous, Josper Zouanago, journaliste, consultant en médias. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.